La guerre d'Indochine. La France se bat pour conserver ses colonies. Les principaux combats ont lieu au Vietnam. Le jeune sergent Jean s'est séparé de son unité et s'est perdu dans la jungle. Une semaine après, ses camarades l'ont retrouvé. Jean était sain et sauf. Il était assis près du feu, grillant de la viande. C'était un partisan vietnamien éventré. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine, qui s'est proclamé empereur et a organisé un couronnement somptueux. Au même moment, il n'y avait qu'un seul médecin pour 43 000 habitants de sa République. De son vivant, l'empereur avait 19 épouses et 77 enfants reconnus. Lors de son procès, il a été accusé de cannibalisme et de viol. Bonjour, je suis Angelina, l'une des auteurs de cette chaîne. Nous lançons un nouveau projet sur le destin des dictateurs et l'influence du totalitarisme sur les nations et les individus. Nouveau format pour nous, votre avis est essentiel. Merci de commenter ce qu'on pourrait améliorer la prochaine fois. Merci. La future dirigeante de la République centrafricaine est née en 1921 dans une famille nombreuse. Elle avait 11 frères et sœurs. Devenue orpheline à 6 ans, la future dictatrice. À cette époque, la République centrafricaine était une colonie française et son père a été fusillé par des soldats français. Sa mère, incapable de supporter cette situation, s'est suicidée. Si l'on considère l'histoire du père de Bokassa, elle est vraiment très intéressante. Il était un chef régional. Les Français l'ont accusé de désobéissance. Il faisait vraiment preuve d'une certaine indépendance. Les Français n'ont pas du tout apprécié cela, pour dire le moins, et les autorités coloniales en France, comme dans d'autres puissances coloniales d'ailleurs, n'étaient pas tendres et ont décidé de le punir. Le punir, c'est pourquoi ils l'ont tué. Le petit Jean a été recueilli, avec ses frères et sœurs, par des membres de la famille. Il devait devenir prêtre, mais en mai 1939, à l'âge de 18 ans, Jean s'est engagé dans le service militaire au sein des troupes coloniales de l'armée française. Il est encore très difficile d'évaluer réellement dans quelle mesure la mort de son père et celle de sa mère l'ont affecté. De toute évidence, elle ne lui a manifestement pas inculqué de haine envers les Français, car il a décidé de poursuivre son service et de faire carrière dans l'armée coloniale française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bokassa a combattu aux côtés de la France contre l'Allemagne et a terminé la guerre avec le grade de sergent-chef. Après la guerre, le futur dictateur a continué à faire carrière dans les forces armées. Il part au Vietnam où lui arrive ce que nous avons raconté au tout début de notre vidéo. L'incident fait grand bruit et le commandement renvoie le nouveau cannibale. C'est là que débute la partie la plus intéressante. En 1960, la République centrafricaine obtient son indépendance de la France. Le cousin de Bokassa, David Dacko, était une personnalité politique importante dans le pays. Le 14 août 1960, c'est lui qui devient le premier président de la République centrafricaine. En 1962, son frère nomme Bokassa chef d'état-major des forces armées. Le 31 décembre 1965, Bokassa organise un coup d'État. Le président Dacko est renversé et envoyé en prison. En Afrique, les coups d'État sont accueillis assez calmement, car Dacko n'était pas particulièrement populaire. Parce que pendant la période de gouvernance de Dacko, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration notable dans le domaine économique, et la corruption, ce fléau éternel de la société africaine, continuait également à se répandre. C'est pourquoi le remplacement de Dacko par Bokassa a été accueilli assez calmement, d'autant plus que Bokassa était une figure plus représentative que Dacko. Bokassa se proclame président et chef du seul parti politique qui incluait obligatoirement toute la population adulte de la République centrafricaine. Le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Le 4 janvier, Bokassa abolit la Constitution et 6 ans plus tard, il se proclame président à vie de la République centrafricaine. Dans son orientation en politique étrangère, Bokassa oscillait entre le bloc soviétique, l'Occident et la neutralité. Ainsi, en juin 1970, le dictateur effectua une visite officielle en URSS. Là-bas, il échangea un baiser avec Brejnev. Bokassa jugeait à leurs lèvres qui était son ami et qui était son ennemi. Si elles étaient chaudes et humides, cela signifiait que cette personne ne représentait aucun danger et était son camarade. Lors de ce même voyage, le dictateur a visité le légendaire camp pour enfants Artek. Là, on lui a noué un foulard rouge autour du cou et il a été admis parmi les pionniers.
L'ancien médecin du Kremlin, Evgueni Chazov, se souvenait de cette visite. Pendant son traitement à Moscou, Bokassa est tombé amoureux de la cuisine russe et a demandé qu'on détache un cuisinier soviétique pour l'accompagner. Un jour, le cuisinier a trouvé de la chair humaine dans le réfrigérateur de la cuisine présidentielle et, horrifié, il s'est enfui à l'ambassade. Selon certaines informations, Bokassa consommait la chair des dirigeants de l'opposition. Un jour, il a réuni ses ministres et a ordonné qu'on leur serve un repas. Ce n'est qu'à la fin du repas que le dictateur a révélé à ses subordonnés qu'ils avaient mangé leurs collègues, que Bokassa avait ordonné de tuer la veille. Si vous êtes très surpris, voici encore quelques faits extraordinaires de la vie du président. En 1972, Bokassa a signé un décret prévoyant la coupure de l'oreille d'un voleur pour son premier crime, la deuxième oreille pour le crime suivant et les mains pour le troisième. Nous ne savons pas ce qui arrivait pour le quatrième crime. La même année, le dictateur a envoyé l'un de ses nombreux fils en prison pour 2 mois parce qu'il s'était disputé avec lui. Voici l'histoire de la maîtresse de Bokassa. Il a étranglé la jeune femme pendant son sommeil, puis le dictateur l'a mangée. Des éléments de cannibalisme sont sans aucun doute présents. Ils sont encore connus aujourd'hui. Même au milieu des années 2010, lorsqu'il y avait de sérieux affrontements entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine, il y a eu des reportages sur des cas de cannibalisme. Mais ce cannibalisme avait plutôt un caractère rituel, magique. C'est-à-dire que si je détruis, si je tue la victime, et en plus si je mange la victime, ce qui bien sûr semble absolument horrible, d'une façon magique, les qualités et le caractère de cette personne me sont transmis. Donc ces idées s'étaient vraiment répandues dans différentes cultures africaines. Aujourd'hui, il y a des chercheurs africains, qui par exemple considèrent que le cannibalisme de Bokassa est un mythe, et même un mythe raciste, qui a été délibérément lancé en Europe, notamment en France, dans le but de discréditer l'empereur. Donc la question reste ouverte, mais il y a toujours de nombreux témoignages qui indiquent vraiment que Bokassa ne dédaignait pas le cannibalisme. Avant Catherine, sa principale épouse, Bokassa avait déjà eu plusieurs mariages. Bokassa a aperçu Catherine dans les rues de la capitale alors qu'elle n'avait que 13 ans. Bokassa, alors âgé de 41 ans, lui a proposé le mariage, mais le père de la jeune fille ne voulait rien entendre au sujet du mariage de sa fille. 3 ans plus tard, il a finalement obtenu la main de Catherine, la seule parmi ses épouses que le peuple appelait Maman Cathy. Elle a maintenant 72 ans et vit en République centrafricaine. En ce qui concerne la politique envers la France, l'ancienne métropole de la République centrafricaine, la ligne de Bokassa ressemblait davantage à du chantage. Il a essayé d'établir des relations avec la Yougoslavie, la Corée du Nord, l'URSS, a fermé le consulat général de France dans la capitale, s'est converti à l'islam et s'est même lié d'amitié avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Tout cela a été fait afin d'obtenir de la France une augmentation de l'aide financière. L'ancienne métropole faisait des concessions, mais essayait constamment de renverser le dictateur. De 1974 à 1976, certaines tentatives d'éliminer Bokassa étaient justement orchestrées par les services secrets français. En 1976, la République centrafricaine devient un empire, et Bokassa, par conséquent, empereur. Le couronnement se déroule dans un luxe inouï pour le pays. Plus de 20 millions de dollars sont dépensés pour cela. C'est le quart du revenu annuel d'exportation du jeune empire. La couronne est ornée de 2000 diamants et les chaussures dans lesquelles le nouvel empereur arrive à la cérémonie sont inscrites dans le livre Guinness des records comme les plus chères du monde. Pour le couronnement, plus de 100 voitures étrangères et 130 chevaux blancs sont achetés. Des dirigeants mondiaux, des ambassadeurs, des chanteurs et des artistes sont invités au couronnement. Mais parmi les invités, pratiquement personne n'est venu. Le faste féerique du couronnement de la cour impériale contraste fortement avec le niveau de vie très bas dans le pays. En 1977, pour 43 000 habitants de la République centrafricaine, il n'y avait qu'un seul médecin et un seul dentiste pour tout l'empire. Le régime de Bokassa bénéficie du soutien du président français Valéry Giscard d'Estaing. L'empereur accorde des conditions avantageuses pour l'exploitation des gisements de ressources minérales, notamment de l'uranium, nécessaire au programme d'armes nucléaires français. Giscard d'Estaing appelle Bokassa son ami et un membre de sa famille. Pendant ce temps, les arrestations de dissidents et les actes de torture auxquels Bokassa participe personnellement restent monnaie courante dans le pays.
L'usage de la violence, selon lui, avait aussi une fonction disciplinaire afin de réprimer toute volonté de résistance. Pour créer cette image mythologique, magique, je dirais même, d'un dictateur qui peut tout se permettre, capable de franchir toutes les limites. Et puis, bien sûr, lorsqu'il punissait quelqu'un, il accusait ces personnes d'être responsables de tous les problèmes de l'État et on se débarrassait de ces gens-là et beaucoup de personnes aimaient vraiment ça. Un certain fonctionnaire ou je ne sais pas, un membre du gouvernement, il est coupable de ceci, de cela et il a eu ce qu'il méritait. C'est un schéma bien connu, ça fonctionne. 1979. Bokassa décide que les élèves doivent porter un uniforme unique avec son portrait. Elle coûte environ $20 par ensemble et c'est une somme énorme pour les habitants. Ceux qui refusent d'obéir ne sont plus autorisés à entrer dans l'établissement. En réponse, les élèves et les étudiants descendent dans les rues de la capitale lors d'une marche de protestation et le slogan « Payez le salaire de nos parents ». La foule est dispersée, mais le lendemain, la manifestation prend encore plus d'ampleur. Le troisième jour, Bokassa ne tient plus et donne l'ordre de réprimer violemment la manifestation. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Le rapport des défenseurs des droits de l'homme indique qu'au moins 400 personnes ont été tuées à ce moment-là et que des centaines d'écoliers et d'étudiants ont été emprisonnés. Ils ont été battus et détenus dans des cellules surpeuplées. Le soutien continu au régime de Bokassa devient toxique pour la France. À ce moment-là, des rumeurs de cannibalisme du monarque se répandent largement et la répression des soulèvements populaires provoque un retentissement international. Il est important de faire une petite remarque ici. David Dacko, premier président de la République centrafricaine, vit alors en Europe. Il envoie un signal clair aux Français indiquant qu'il est prêt à reprendre la présidence s'ils le soutiennent. Le 20 septembre 1979, Bokassa rend visite à Kadhafi en Libye. Le même jour, des parachutistes français débarquent à bord de gros avions de transport à l'aéroport de la capitale. Un coup d'État a lieu, les gardes impériaux n'opposent pratiquement aucune résistance. La République est rétablie et David Dacko, autrefois renversé, devient président. Après la destitution, des restes humains ont été découverts dans le réfrigérateur de Bokassa et son cuisinier a déclaré avoir été forcé, sous menace de mort, de cuisiner de la chair humaine. Quelques semaines plus tard, la presse a révélé comment Bokassa achetait la loyauté du président français. En particulier, l'empereur offrait des diamants à Destaing. Quant à Bokassa, il est parti de Libye pour la Côte d'Ivoire, puis, avec l'autorisation des autorités françaises, il a vécu dans son propre château près de Paris. Dans son pays natal, il a été jugé par contumace et condamné à la peine de mort ainsi qu'à la confiscation de tous ses biens. L'ancien empereur a été accusé de nombreux crimes, y compris le détournement de fonds publics, des viols et le cannibalisme. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 6 ans après sa condamnation, en 1986, Bokassa revient volontairement en République centrafricaine, où il est arrêté et jugé à nouveau. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour condamner Bokassa pour cannibalisme, malgré le témoignage de l'un des cuisiniers. Cependant, les autres accusations étaient suffisantes pour que, en juin 1987, Bokassa soit à nouveau condamné à mort. Mais 1 an plus tard, l'ancien dictateur a été gracié. Sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, puis réduite à 20 ans. En 1993, une amnistie générale a été proclamée en République centrafricaine et Bokassa a été libéré. 3 ans plus tard, il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 75 ans. Ce qui est paradoxal avec Bokassa, c'est que cet homme effrayant a été l'un des présidents ayant eu le plus de succès de la République centrafricaine. Si l'on regarde l'infrastructure, la construction de routes, de bâtiments et tout le reste, la majorité de l'infrastructure qui existe encore aujourd'hui a été créée à l'époque de Bokassa. En même temps, c'était un homme plongé dans la corruption qui a commis des atrocités, des meurtres et bien d'autres crimes. Mais pour une partie de la population, il est resté dans les mémoires comme celui qui, peut-être, a au moins fait quelque chose pour son pays, tout en n'oubliant pas, bien sûr, de remplir ses propres poches. Un détail important de notre siècle que nous ne pouvons pas ne pas mentionner en racontant cette histoire. En 2010, le président de la République centrafricaine, François Bozizé, a réhabilité Bokassa, le qualifiant de patriote, de grand bâtisseur et d'homme ayant apporté la stabilité au pays.
La perception de telle personnalité, même terrible, est très sélective. Mais ce n'est pas du tout un phénomène africain. Vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Dans l'espace post-soviétique, il y a beaucoup de gens qui admirent Staline, malgré le fait que des milliers de films ont été tournés et des milliers de livres écrits sur les crimes de Staline. Même dans l'Albanie d'aujourd'hui, on peut rencontrer des gens qui sympathisent avec le dictateur Enver Hoxha. Dans la Roumanie d'aujourd'hui, on peut rencontrer des gens qui sympathisent avec Nicolae Ceausescu. Donc, ce qui semble impossible aux personnes ayant des convictions démocratiques, comment peut-on admirer des meurtriers? Mais pour les gens qui vivent là-bas, ils voient beaucoup de choses différemment. C'est pourquoi en République centrafricaine aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui sont prêts à pardonner à Bokassa ou à oublier les atrocités que Bokassa a commises. Donc, ce phénomène est bien sûr très amer, mais c'est un phénomène répandu. C'est ainsi que nous terminons notre épisode sur Bokassa. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, notre vidéo sera vue par le plus grand nombre de personnes possible. Et dites-nous aussi de quel dictateur vous aimeriez découvrir le destin la prochaine fois. À très bientôt.